Voilà. On a pris les matzot au fur et à mesure, on les a mis les trois matzot les unes sur les autres, et on les prend les trois ensemble, et on fait la bracha de motzi dessus, avec une deuxième matzah, une deuxième bracha, pardon, qui est complémentaire, qui est al achilat matzah, qui est une bracha spéciale pour l'obligation de Pessah. C'est-à-dire, en plus de le fait de manger du pain, on a une obligation de manger le matzah qui est spécifique à Pessah et donc qui demande donc cette bracha supplémentaire à la matzah. Lorsque c'est fait, on doit manger donc un kazaï de matzah, c'est-à-dire 30 grammes de matzah, on trempe dans le sel et on doit donc distribuer donc à tous ceux qui participent à la soirée avec nous, on doit leur donner donc 2 kazetim. Donc vous imaginez que on doit manger lors de cette mitzvah-là, première mitzvah, 2 fois 30 grammes, c'est-à-dire quand c'est une matzah shumura, les grandes matzot là, c'est environ 2 tiers d'une matzah, un kazeït. Donc on va prendre environ 4 tiers. Donc une matzah, un tiers entière à manger à ce moment-là. Ça, c'est donc l'obligation de manger pour les personnes qui sont en bonne santé. Une personne qui a une santé fragile ou qui a des dents fragiles, etc., pourra se contenter d'un kazaït, mais comme je vous le disais depuis le début, il est préférable d'avoir mangé un kazaït correctement, quitte à se bourrer l'estomac à ce moment-là et de rien manger après d'autres, donc de manger un petit peu à chaque fois parce qu'on n'aura jamais accompli entièrement la mitzvah à aucune des fois. Donc par contre, si on peut, on mange à chaque fois donc un kazaït, c'est-à-dire environ 30 grammes qu'il faudra préparer à l'avance, donc pour chacune des mitzvot. Moti matzah, c'est donc moti matzah, 2 kazaït à manger. Korer, encore un kazaït à manger. Et juste avant la fin du repas, c'est nafikoman, encore un kazaït. En tout, 4 kazaïtim à manger au cours du repas. Donc ça, c'est pour moti matzah. Ensuite, on a le maror. Le maror, donc quelle quantité de romaine, de salade verte il faut manger. Donc si, c'est pareil, c'est 28 grammes, mais c'est très léger, la salade verte. Donc soit on pèse avant et on fait des petits sacs pour chacun, soit l'équivalent en salade verte avec des grandes feuilles de romaine, c'est l'équivalent d'une feuille à 4. Donc c'est 2 grandes feuilles de salade à manger. Bon, après, une salade verte, pas très difficile à manger, quoi. Donc ça, c'est pas le plus difficile. Avec par-dessus, on mettra donc du charoset qu'on consommera ensemble. Là, il y a une bracha spécifique qui est al achilat maror. On a dit al achilat matzah, on a mangé accoudé le pain de liberté. Maror, par contre, lorsqu'on mange les herbes amères, on ne mange pas accoudé tout simplement parce que c'est quelque chose qui nous rappelle l'amertume et donc c'est précisément antinomique avec la liberté, avec la réjouissance, etc. Mais juste, oui. Le maror et le réfort, c'est pareil ou quoi alors? Alors les Ashkenazim prennent pour le maror du réfort. Les Sfaradim ne prennent pas de réfort. Et nous, on mange la feuille de salade avec le charoset et la matzah. Non. Ensemble. Nous, on mange pas la feuille de. Nous, on prend la feuille de salade. Nous les Sépharadim, nous mangeons la feuille de salade avec le maror, avec le charoset. D'accord? Avec la matzah, c'est l'étape d'après. Pour l'instant, l'étape du maror, c'est uniquement feuilles de salade, grandes feuilles de salade avec du charoset. Donc, qu'est-ce que c'est le charoset? En fonction des traditions, c'est quelque chose de différent. Par exemple, chez les juifs algériens, c'est un mélange enfin un peu partout en fait, c'est la même chose. C'est un mélange de dattes, de noix, de jus de raisin ou de vin, de pommes. Pardon, de pommes. Voilà, il y a plusieurs recettes quoi. On mélange tout ça, on mixe ça. Nous, à la place du réfort et du radis, on met quoi nous? Enfin, le réfort, on met rien sur le plateau. Nous, on met la salade verte. Ouais, parce que les Ashkénazes, ils ont le charoset et le réfort. Le réfort, c'est le maror.
Ah oui, et nous, en fait, à la place du réfort, on met de la salade verte, nous. Voilà. La romaine en Algérie. La romaine, ou à Rome. Mais On met- Rome. les Ashkénazes, ils mettent pas de salade verte. Ils Si. mettent pas de... Si, si. Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Pourquoi ils ont les deux? Oui. Et qu'est-ce qu'ils font avec? Ben, ils mangent les deux. Parce que manger le maror tout seul, c'est... Le réfort tout seul, c'est bien, mais quand même. Ils mettent le réfort dans la salade alors. Ouais. Il faut, Et nous, à la place du réfort, on met le rarocette. Mais non, ils mettent aussi recette. Ah, ils mélangent les deux. Ils mélangent le réfort et les recette. Ah oui, quand même. Ah, ils trichent alors. Ils trichent. Ah, vous trichez. On respecte. Laurent ne se moque pas. Laurent, on respecte, on se moque. Non, on se... non, mais on se moque, mais hors antenne. Bref, donc ça, c'est le maror, donc c'est juste la salade verte à manger avec une certaine quantité. Donc, comme on a dit, c'est environ une feuille à 4. Donc, ou si vous avez si vous avez différents types de salades, bah, vous pesez au moins une fois avant, histoire de savoir à peu près à quoi ça correspond, environ 28 grammes. Après, c'est correct. Donc là, c'est la totale. C'est un kazaït de matzah, un kazaït de maror et du charoset. Donc, ça fait un grand morceau de matzah, un grand morceau de laitue, du charoset. On fait tout ça en sandwich et on y va à l'ancienne. Et ensuite, on n'oublie pas de prendre contact avec son dentiste pour les frais supplémentaires provoqués par ce sandwich. Ça, c'est donc... Le Hillel. Comment? C'est un sandwich de Hillel. C'est effectivement un souvenir d'Hillel qui, lui, avait l'habitude, en plus du maror, de manger le maror avec de la matzah. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah Al matzot umorim yocheluhu, vous mangerez le sacrifice de Pessah avec des matzot et du maror, les deux ensemble. Donc lui, il a dit, puisque c'est écrit les deux ensemble, alors on fait les deux ensemble. Donc c'est un souvenir de ce qu'il faisait lui, dont la vie n'a pas été retenue selon la halakha. Donc en souvenir de ce qu'il faisait lui, donc on prend le matzah et le maror et on le mange ensemble pour s'acquitter également de cette. Ensuite, donc Safon Barer, non, c'est Mossi Matzah, Shulchan Orer. Attendez. Shulchan Orer, c'est le repas. Donc là, on a pris un apéritif pas du tout bourratif, qui est incarné par la matzah, par le maror, par le charoset, etc. Et là, on peut commencer à manger vraiment, parce que là, on a faim, quoi. Donc là, on commence à manger le repas de Pessah. Alors, pareil, sur le plan du rythme, c'est quelque chose sur lequel il faut revenir. Il doit y avoir une proportion. Il faut savoir que si on a passé un certain temps dans la première partie et que le repas dure également un certain temps, la troisième partie sera inexistante. On se le dit entre nous, on se connaît, on a pratiqué le seder pendant un certain temps. Si on a passé du temps dans la première partie et dans la deuxième partie, il n'y aura pas de troisième partie. La troisième partie, elle va se faire à moitié bourrée sous la table. Ouais, il n'y aura pas de troisième partie. Donc, la troisième partie, elle dépend de la manière dont on aura géré les deux premières parties. Le premier soir de Pessah, on est tenté de prendre son temps et de dire plein de choses, de parler longtemps lors de la première partie. C'est bien, mais à condition qu'on soit sûr de tenir la troisième partie. Parce que si on a été un peu trop ambitieux lors de la première partie et qu'ensuite on a fait le repas qui était aussi ambitieux parce qu'on s'est beaucoup investi dedans, et bien, le problème qu'on va avoir, c'est qu'arrivé après le repas, on sera complètement endormi. Donc c'est pour ça qu'il faut, en tout cas pour le premier CDR, s'organiser, de faire en sorte que la première partie dure au maximum en fonction des invités qu'on a, aller au grand maximum un tiers du temps qu'on a prévu. Si on commence à 8 heures et qu'on a prévu jusqu'à minuit, ben donc ça nous fait donc 4 heures. On se donne au maximum 1 heure, 1 heure et quart, voire 1 heure et demie pour la première partie. Le repas doit durer également environ 1 heure au maximum pour que 8h30, on commence à manger
un peu avant 10h. Si on commence à 8h, ouais, 9h30, on commence à 9h30, 10h, il faut qu'on ait commencé à manger, qu'on ait terminé de manger, si possible, entre 10h30 et 11h moins le quart. Et ensuite, entre 11h moins le quart et 11h30, voire minuit, qu'on ait tout terminé, bouclé avant minuit. Et qu'au moins, on soit parti sur ce format-là. Si on termine plus tôt, au moins on est tranquille. Que les gens ne soient pas, perturbés à la fin en pensant que c'est trop tard. Juste voilà, qu'on annonce dès le début, voilà comment on a organisé notre soirée, pour que les gens ne soient pas dit, maintenant, jusqu'où on va aller, jusqu'à ça va durer. Quand on a des enfants, c'est très différent. Là, c'est quand on est entre adultes et qu'on est bien préparé. Quand on a des enfants, c'est très différent. Il faut que la soirée soit terminée au maximum entre 10h30 et 11h. Quand on a des enfants qui sont en bas âge, sur les adolescents, ça va. Mais quand on a des enfants en bas âge, il faut que ce soit terminé au maximum 10h30. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas commencer avant le début de la fête. Donc 8h, 8h30, on commence. La Haggadah dure jusqu'à 9h30. 9h30, on mange jusqu'à 10h. À 10h, on fait la fin de la partie et on a terminé à 10h30. Parce que les enfants sont excités déjà à 8h avant de commencer, ils seront excités. Ou alors on les fait manger avant. Et bref, nous on s'organise pour que ça finisse suffisamment tôt. Pour un public qui est déjà adulte et qui a le temps, on peut aller a priori jusqu'à 11h30, ça va. Pour un public qui n'est pas habitué, il faut terminer un peu plus tôt. Pour un public qui a le temps et qui investit, ça veut dire que pour lui, c'est son kiff. Là, on peut vraiment aller plus tard parce qu'on sait que tout le monde sera à fond. S'il y a une seule personne qui n'est pas à fond, pour lui, ça vaut le coup de réduire au maximum et de préparer des temps où on parle, 3-4 temps où on peut avoir un débat bien organisé, au moins c'est productif plutôt que ça part dans tous les sens et qu'après on finisse un peu, la dernière partie passe complètement à l'as. Parce que la dernière partie est aussi importante. Donc le repas, on l'a mangé, il était bon, on remercie la personne qui a cuisiné. S'il n'était pas bon, on remercie quand même la personne qui a cuisiné. Et on arrive, donc ça fonde Barer au Birkat Hamazon. Birkat Hamazon classique, avec l'ajout spécifique à la fête, de Ya'aleh V'yavo. On termine le Birkat Hamazon, on enchaîne avec. Pardon, j'ai oublié le Tzafon. Avant le Birkat Hamazon, Tzafon, c'est-à-dire la ficomane. La ficomane qu'on mange avant le Birkat Hamazon, mais qui doit manger également un koudem, qui doit faire également un kazaït. Donc, on doit garder quand même une petite partie. À partir du moment où on a mangé la ficomane, il est strictement interdit de manger quoi que ce soit. Donc, on prend le dessert, on prend tout avant la ficomane. C'est-à-dire que la ficomane, c'est à la fin du repas, on a shulchan horaire, c'est le repas. Safon, c'est le moment où on va manger la matzah qui a été cachée. Et donc, on va la manger à ce moment-là. Et on considère ça comme la fin du repas. C'est la fin du repas. Après ça, on n'a plus le droit de manger du tout. En général, on n'a plus faim. Oui, Laurent? Et la dernière coupe, c'est considéré comme manger ou pas? La dernière coupe, c'est prévu dans les deux dernières coupes du reste. Les dernières coupes sont considérées dans le cadre de la Haggadah, mais en termes de nourriture solide, c'est la fin du repas avec Tzafon. En tous les cas, en général, à ce moment-là, à Tzafon, on est repu. Donc ça, c'est la dernière partie. Pourquoi est-ce que c'est très important de ne pas manger après? La ficomane, c'est une tradition grecque. Lorsque les débats qui avaient lieu dans la Grèce antique avaient lieu après les discussions que les professeurs avaient avec leurs élèves ou que les débats entre philosophes pouvaient avoir étaient suivis de la ficomane. C'est-à-dire le dessert, ce qui vient après pour féliciter, pour récompenser cette étude, c'était donc un plaisir non plus intellectuel, mais un plaisir physique. Il y avait des orgies qui étaient organisées après les sessions d'études. Donc nous, on a gardé le nom d'afficomane, mais on l'a complètement dévié de son sens premier. C'est-à-dire que nous, on dit après l'étude, il n'y a plus rien à manger. C'est-à-dire que il y a aucun autre plaisir que ce qu'il pouvait avoir, qui avait avoir lieu lorsqu'il y avait ces orgies qui étaient organisées après le repas. Pour nous, c'est lorsqu'on a terminé ces réflexions-là, c'est ça l'essentiel de notre soirée. C'est pas le reste, c'est l'étude qui est l'essentiel.
Et après qu'on a terminé la ficomane, il n'y a plus rien d'autre. C'est une manière de dire qu'on se distingue des pratiques qui pouvaient être accomplies. Et on a renommé la ficomane justement en faisant référence à ces pratiques qui sont distinctes complètement de notre manière d'agir. Donc ça, c'est la ficomane. Donc on mange le dernier kazaït de matzah et ensuite on fait le Birkat Hamazon. À la fin du Birkat Hamazon, on enchaîne avec la troisième coupe de vin qui est donc Kos Yeshuot Esav U'Shem Hashem Ikra, Baruch Ad Hashem Borei Perek Gefen. Donc on est toujours accoudé et on prend la troisième coupe de vin. On passe à Hallel, donc le Hallel qu'on fait tous les jours de Rosh Chodesh, qu'on fait tous les jours de fête et qu'on lit pendant Pessah. Hallel qui en soi est sujet à débat parce que on le lit lors de la Haggadah en tant qu'histoire et pas en tant que réjouissance, parce que le problème de dire le Hallel, c'est un texte où on se réjouit, c'est de dire le Hallel lorsque on évoque un événement triste. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés devant la mer. Et là, l'ange qui représente l'Égypte s'est adressé à Dieu et dit: pourquoi est-ce que tu laisses tes enfants se noyer dans la mer? Les Hébreux traversent la mer, les Égyptiens leur courent après, et au final, ils ne sont pas très différents. Pour les raisons qu'on a déjà évoquées, les Égyptiens et les Hébreux ne sont pas très différents. Donc, lorsque les Égyptiens commencent à se noyer dans la mer, l'ange des Égyptiens donc se plaint et dit: mais pourquoi eux qui sont des enfants se noient et eux qui sont des enfants sont sauvés? Parce que les uns poursuivaient les autres. Donc, à ce moment-là, les Bnei Israël entonnent une chanson, le cantique de la mer. Et c'est quelque chose qui est tellement prodigieux que les anges recommencent à leur tour à chanter ce cantique-là. Et là, à l'intérieur du monde céleste, c'est un tremblement de terre, tremblement de ciel, parce que Dieu dit aux anges: mes enfants sont en train de se noyer et vous chantez. Donc, c'est pour ça que le Hallel, on le dit donc au cours de la Haggadah, c'est-à-dire que cette réjouissance-là n'est pas pour se réjouir du malheur des autres, elle est uniquement pour célébrer l'action de Dieu. C'est pour ça qu'elle est dite au cours de la Haggadah. C'est une petite histoire. Donc, on lit le Hallel complet au cours de cette Haggadah. On terminera le Hallel avec la dernière coupe de vin qu'on boira toujours accoudé. Les 4 coupes de vin correspondant aux différents termes qui sont exprimés dans la Torah pour désigner la délivrance. Il y a 4 termes que la Torah emploie pour dire Veigalti, Vegalti, Velakarti, Veotsetim, Veitzalti. Et donc, il y a 4 termes différents que Dieu a employés pour la sauvegarde, le sauvetage du peuple d'Israël. Je vous ai fait sortir, Veotsetim, j'ai fait sortir, Vegalti, je libérais, Veitzalti. Bref, j'ai 4 termes différents pour employer la libération du peuple d'Israël. Et ces 4 coupes de vin correspondent aux 4 manières que Dieu nous a libérés du joug égyptien. On arrive donc à la dernière partie, Hallel, on l'a dit, Nirtza, c'est la dernière partie, c'est la conclusion, dans laquelle on va rajouter tous les chants de fin. On commence avec les Shana Abba Yerushalayim, on avait commencé avec Etmol, hier, et on termine avec les Shana Abba, l'année prochaine, à Jérusalem. Et il y a différents chants qui sont chantés à ce moment-là. Ces chants-là ne sont pas des chants en plus. Ça fait partie de la Haggadah. C'est-à-dire que c'est important de les chanter. Bon, il y a une partie folklorique, certes. Il y a beaucoup de traditions également dans le monde yiddish sur ces textes-là, dans le monde ladino également. Mais ces textes sont importants parce qu'ils sont symboliques et ils racontent des choses. Khalgadia, donc c'est la chaîne, non pas la chaîne alimentaire, mais la chaîne d'action qui correspond à la manière dont Dieu a libéré les Bnei Israël d'Égypte et dont Dieu interagit avec nous quotidiennement. Khal Gadia, c'est avec ce Gedi, ce chevreau que mon père avait acheté pour 12 sous, c'est-à-dire rien qui correspondait à rien du tout. Et pourtant, ce chevreau est rattaché, la dernière strophe, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui intervient dans le monde pour rendre justice à cet agneau qui avait été croqué par un chien qui
qui avait été mordu le chat, qui avait été frappé par le bâton, que le feu avait brûlé, que le bœuf avait bu l'eau, que l'eau avait éteint le feu, que le bœuf avait bu l'eau, que le sacrificateur avait tué le bœuf, que l'ange de la mort avait pris le sacrificateur et que Dieu est intervenu auprès de l'ange de la mort pour lui-même le punir. Donc on a cette chaîne depuis l'agneau au premier échelon, il fait intervenir Dieu au dernier échelon, c'est-à-dire Dieu qui intervient à tous les niveaux de l'existence pour prendre en considération toutes les réalités, toutes les injustices et intervenir sur l'animé comme l'inanimé. Il y a en cours de route, il y a le bâton qui intervient. On ne dit pas que c'est un homme qui a frappé, c'est le bâton qui a frappé, c'est le bâton qui est brûlé. Donc, ça intervient à tous les niveaux, l'animé comme l'inanimé. Ça intervient sur toutes les circonstances, sur tous les plans, et chaque créature est considérée comme telle. Donc, ce sont des chants qui véhiculent des messages. Ce ne sont pas uniquement des chants folkloriques, ce sont des chants qui véhiculent des messages qu'il faut rappeler le soir de l'Agada si on est encore debout et qu'on est encore conscient. Le dernier chant qui est en général chanté par tout le monde, à part Kilonaim, c'est Echad Miodea. Et là, c'est un voyage dans la tradition pour terminer l'Agada Pessah. Echad Miodea, c'est-à-dire repenser les chiffres, le nombre en fait, repenser tout simplement la vie sur le référentiel du judaïsme. C'est-à-dire des choses aussi primaires et basiques que des nombres qu'on utilise tous les jours. Il n'y a rien d'autre dans le chiffre 1 que l'unité de Dieu. Il n'y a rien d'autre dans le chiffre 2 que le monde futur. Il n'y a rien d'autre dans le chiffre 3 que la transmission des patriarches et que l'enseignement. Il n'y a rien d'autre dans le chiffre 4 que les valeurs que nous ont transmises nos mères. Il n'y a rien d'autre dans le chiffre 5 que l'étude de la Torah. Rien d'autre dans le chiffre 6 que la transmission orale, la Mishnah. Rien d'autre dans le chiffre 7 que l'esprit du temps. Rien d'autre dans le chiffre 8 que la circoncision, donc l'alliance avec Dieu. Rien dans le chiffre 9 que la vie, c'est la naissance, donc c'est les 9 mois de grossesse. Rien dans le chiffre 10 que les 10 tribus, notre manière de se définir vis-à-vis du peuple d'Israël. Rien dans le chiffre 11 que la prophétie de Joseph sur les 11 étoiles, c'est-à-dire la place de chacune des tribus et son rôle à jouer au sein du peuple d'Israël. Rien dans le chiffre 12 que 12 tribus. Et donc c'est-à-dire la complémentarité des 12 tribus. Et rien dans le chiffre 13 que les 13 attributs divins, d'autres disent les 13 âges de la Bar Mitzvah, 13 attributs divins, c'est-à-dire, encore une fois, l'action que Dieu a à travers donc, la manière dont le monde est façonné, la manière dont Dieu a pour interagir avec le monde, et ça, c'est comme ça qu'on conclut le Seder de Pessah. Certains rajoutent, les Séfaradim notamment, rajoutent la lecture à ce moment-là du Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, ça fait partie des 5 Megillot, les 5 rouleaux du Tanakh, de la Bible, qui sont lus chacun à un moment différent. On a donc Megillat Echa, la lamentation de Jérémie qui est lue à Tisha B'Av, Kohelet qui est lu à Sukkot, on a le Shir HaShirim qui est lu à Pessah, Esther qui est lu à Purim, et on a Iyov qui est lu chacune des Megillot donc est lue à une fête différente. Le soir de Pessah, c'est le soir de Pessah. Le soir de Pessah, c'est la Shir HaShirim qui est lu, qui rappelle donc la relation intime qui existe entre le peuple d'Israël et Dieu, et sur laquelle on est revenu pendant toute la soirée, autant sur le plan de l'indépendance de la liberté que sur l'analyse de la manière dont l'homme s'inscrit dans le plan divin au cours de son existence. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce Seder de Pessah, cette préparation au Seder de Pessah. J'espère que ça pourra vous aider pour la semaine prochaine, pour avoir des petites pistes de réflexion à proposer, pour l'organisation, pour la préparation également. Et vous souhaite une agréable soirée. S'il y a des questions, c'est le moment.
Et sinon, on vous dit à bientôt pour les cours à arriver, notamment demain. Cours demain on est jeudi, donc ce sera cours d'Alachot sur Pessah qui sera demain soir 21h. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, je vous souhaite de passer une belle soirée. Oui, Gérald. Oui, j'avais une question sur Al-Achilat Matzah. Est-ce qu'il faut le faire toute l'année, toute la semaine ou est-ce qu'il faut le faire juste Non, c'est une mitzvah spécifique, c'est comme Achilat Marov. C'est une mitzvah spécifique au Seder qu'on ne dit qu'au moment du Seder. Et ça fait partie de. C'est moti. C'est moti. C'est pour ça que le soir de Pessah, s'il y a une fois où on doit manger le matzah, c'est vraiment ce soir-là parce qu'on a une mitzvah spécifique pour la matzah et une mitzvah spécifique pour le maror. Si le lendemain on mange la laitue, on fera boré payé à la main. D'accord. Ok. Merci à tous d'avoir suivi ce cours qui a duré. C'est vous. Pas vu, mais c'était, je pense, nécessaire. Très bonne soirée à vous tous. Pessah caché avec sa mère. Péchar cassé avec sa mère. Pessah caché avec sa mère.